Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. Alors, une vidéo un petit peu spéciale, parce que d'habitude je fais une vidéo pour un deck. Là je vais faire une vidéo pour un groupe de decks. Alors, comme titre de vidéo j'ai mis des decks qui ont du chien. Au début je pensais appeler cette vidéo « Elle voit des chiens partout », en référence à la vidéo, à la chanson « Elle voit des nains partout » qui est dans le film du même nom. Alors au montage, soit je mettrai un extrait de la chanson, soit sinon y a le lien dans les commentaires. Alors la chanson a des paroles un petit peu lestes, donc voilà, faites attention avec qui vous l'écoutez. Donc, il y a quelques semaines, je parlais de la carte Chien de traîneau qui est dans la boîte investigateur du cycle aux confins de la Terre. Et j'avais dit que, je pense que j'avais employé une formule du genre c'est pas une carte qu'on met dans n'importe quel deck, c'est on décide de mettre la carte dans son deck et ensuite on construit le deck autour. Alors pour rappel, le Chien de traîneau, une carte basique, neutre, je m'embrouille entre les JCE, une carte neutre, un allié, qui coûte 3, niveau 0, trait allié et créature, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, ça occupe un emplacement d'allié. Vous pouvez inclure jusqu'à 4 exemplaires du Chien de traîneau dans votre deck, jusqu'à 2 chiens de traîneau occupent un seul emplacement d'allié. Action, inclinez X chien de traîneau, se déplacer, déplacez-vous X fois. Action, inclinez X chien de traîneau, combattre, vous gagnez plus X en force pour cette attaque inflige X dégâts au lieu de ses dégâts normaux. Donc un allié qui a un effet dépendant du nombre de copies que vous inclinez pour l'activation, soit pour faire du déplacement, soit pour faire du combat. On a dans la même boîte la baguette d'animalisme, un soutien neutre de niveau 1 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoire, trait, objet et relique. Vous avez 2 emplacements d'alliés supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens créatures. Réaction, quand vous jouez un soutien créature lors de votre tour, réduisez de 1 le coût de ce soutien. Donc, les chiens, idéalement on veut en avoir 4 en jeu pour avoir l'effet le plus puissant possible. Comme 2 exemplaires occupent un seul emplacement d'alliés, avoir les 4 nécessite 2 emplacements d'alliés. La baguette d'animalisme vous donne 2 emplacements d'alliés supplémentaires pour les créatures. Ça veut dire que la baguette d'animalisme, à elle seule, vous donne les emplacements d'alliés nécessaires pour avoir vos 4 chiens. Et en plus, la baguette d'animalisme fait que chaque chien que vous jouerez vous coûtera 1 de moins. À condition évidemment d'avoir la baguette d'animalisme au moment où vous jouez les chiens. Et, alors je me souviens plus si je l'avais déjà annoncé ou pas, mais j'ai réfléchi ces dernières semaines à des decks qui tournent autour du Chien de traîneau. J'ai décidé de faire un deck par classe. Et comme j'ai fini le projet au moment où je travaillais sur mon deck Lola Eyes que je vous ai présenté il y a 2 dimanches, si je diffuse bien cette vidéo dans 8 jours comme prévu, je me suis dit je vais faire un 6ème deck pour Lola Eyes. Et donc voilà, je vais vous présenter rapidement chacun de ces 6 decks. Alors en gardien, sans surprise, Léo Anderson. Voilà, alors pourquoi sans surprise ? Parce que Léo Anderson, c'est le gardien qui a le plus intérêt à jouer beaucoup d'alliés. Voilà déjà réaction, après le début de votre tour, je vais y arriver, jouez un soutien allié en diminuant de 1 son coût. 2 choses. 1. Comme c'est une réaction, ça ne vous coûte pas d'action de jouer l'allié. Deuxièmement, vous diminuez de 1 le coût. Bon, il y a aussi son signe des anciens, plus 2. Cherchez un soutien allié parmi les 3 quarts du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Donc Léo Anderson, en piochant les signes des anciens, il tutore des alliés. Les alliés, il va en jouer... il va avoir des actions gratuites pour jouer des alliés, il va avoir des réductions sur les coûts des alliés.
Sa carte signature, c'est Mitch Brown, un allié. Vous avez 2 emplacements d'alliés supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des alliés non uniques. Ça tombe bien, le chien de traîneau n'est pas unique. Un chien de traîneau... 2 chiens de traîneau occupent un seul emplacement d'alliés. Les 4 chiens de traîneau vont occuper ces fameux 2 emplacements d'alliés supplémentaires. Du coup, si on regarde le deck, on a, alors combien il y en a en tout ? 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 alliés dans le deck. Deck évidemment de 30 cartes. Il y a une copie de la baguette d'animalisme, 2 copies de charisme. Donc, en début de partie, soit vous avez la baguette d'animalisme qui vous fournit les emplacements d'alliés nécessaires aux 4 chiens, soit vous avez Mitch Brown. Et, vous avez donc 2 charismes. Ce qui veut dire que vous avez le droit à 3 emplacements d'alliés. Les 3 alliés étant Mitch Brown, Leo De Luca et Grete Wagner. Mais Mitch Brown vous fournit 2 emplacements d'alliés supplémentaires, pour des alliés non uniques. Ça va vous servir pour avoir 2 alliés parmi les 2 copies de flics en patrouille et les 2 copies de chiens de garde. Et la baguette d'animalisme vous fournira les emplacements nécessaires aux 4 chiens de traîneau. Donc sur vos, je crois que j'ai dit 8, 11, sur vos 11 alliés, vous pouvez en avoir 9 en jeu simultanément. Voilà. Vous avez demandé un service pour faire des rotations. Je sais pas, par exemple, vous remontez dans votre main le chien de garde pour aller chercher un chien de traîneau. Bien évidemment, toujours sur ces gardes pour jouer plusieurs alliés d'un coup. Et une spécificité de Leo Anderson, une autre spécificité des règles de construction de Leo Anderson par rapport aux autres gardiens, c'est qu'il a accès à Marché Noir. Marché Noir, carte truande niveau 2, rapide à jouer au début de la phase d'investigation. Une à la fois, révéler des cartes du dessus des decks de n'importe quel nombre d'investigateurs jusqu'à avoir révélé exactement 5 cartes. Mettez de côté ces cartes hors jeu. Tant que ces cartes sont mises de côté, n'importe quel investigateur a le droit de les jouer comme si elles étaient dans sa main. Au début de la prochaine phase d'investigation, mélangez dans le deck de son propriétaire chacune de ces cartes qui seraient encore de côté. Donc, vous jouez Marché Noir en espérant que parmi ces 5 cartes-là, il va y avoir un maximum de chiens. Vous faites ça au début de la phase d'investigation. Donc au début de la phase d'investigation, c'est avant le début du tour du premier joueur à jouer. Donc notamment, c'est avant la réaction de Leo Anderson. Donc début de la phase d'investigation, Leo Anderson joue Marché Noir, il révèle les 5 cartes du dessus de son deck. Parmi ces cartes-là, il y a une copie du chien de traîneau. Il va pouvoir utiliser sa réaction pour jouer ce chien de traîneau pour 1 de moins, sachant que s'il a déjà la baguette d'animalisme, il a déjà une réduction de 1. Donc ça veut dire que son chien de traîneau, en combinant les deux, passe d'un coup de 3 à un coup de 1. Et même potentiellement, il peut jouer un toujours sur ses gardes. Voilà, jouer jusqu'à 3 soutiens de votre main, un à la fois en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Avec Marché Noir, c'est marqué où n'importe quel investigateur a le droit de les jouer comme si elles étaient dans sa main. Donc on peut les jouer notamment avec toujours sur ses gardes. Et bien que je retrouve voilà. Donc toujours sur ses gardes diminue le coût de 1, la baguette d'animalisme diminue le coût de 1. Entre les cartes, enfin chacune jusqu'à 3, chacune des copies du chien de traîneau que vous avez soit dans votre main, soit parmi les 5 cartes révélées grâce à Marché Noir, ne vous coûte plus que 1. Donc voilà, vous avez un deck qui est conçu pour rapidement jouer les exemplaires de chiens, des chiens de traîneau. Et puis à côté de ça, vous avez la lame enchantée qui vous permet de piocher. Quoi d'autre ?
Ah, tiens, là j'ai fait une petite... Ah non, pardon, se préparer au pire pour aller chercher l'âme enchantée, ok. Ah oui, et un truc, l'étoile. Chaque soutien que vous contrôlez a plus un point de vie, plus un point de santé mentale. Les 4 chiens de traîneau, ils passent donc à 3-3. C'est-à-dire que vous avez sur chaque chien de traîneau une capacité d'encaissement de 2 et de 2. x 4, donc de 8 et de 8. Ça fait de votre Léo Anderson un bon tank dans un trio. Voilà. Donc ça, c'était le deck gardien. Passons maintenant au deck chercheur. Alors, bien évidemment, le deck chercheur, en termes de puissance, l'idéal, c'est Mandy Thompson, parce que Mandy Thompson, elle tutor. Et quand elle tutor, soit elle va chercher plus loin, soit elle en prend 2 au lieu d'1. Enfin, elle en prend un de plus. C'est-à-dire que vous faites un deck Mandy Thompson avec n'importe quelle carte qui peut vous permettre d'aller chercher un chien de traîneau, et ça peut vous permettre d'aller en chercher 2 à la place. Et donc, grâce à tous ces effets de tutorat, elle va voir très vite ses chiens. Sauf que Mandy Thompson, je la trouve, sans appliquer la liste des tabous, je ne la joue plus Mandy Thompson, parce que je la trouve trop puissante, avec les cartes telles qu'imprimées. En appliquant les tabous, ok, mais je trouvais que c'était trop évident. Je me suis dit, je vais essayer de faire un truc un petit peu plus original, un peu plus... je vais réduire un peu la taille, voilà, un petit peu plus inventif peut-être, donc je me suis dit, Daisy Walker. Alors encore une fois, pour un trio, vu que les chiens... Daisy Walker, elle est bonne en enquête, les chiens lui donnent une certaine efficacité en combat. Donc voilà. C'était ma logique, je crois. Alors, j'avoue que j'ai fait le deck il y a un moment. Ouais, je suis en train de regarder, il y a... J'ai fait les decks il y a un moment, là je vois, en accessoire il y en a 2, il n'y a pas de chasseur de reliques, donc c'est pas un deck 100% optimisé, mais comme chaque fois que je présente un deck ou presque, je présente le deck avant de l'avoir joué. Bref, Daisy Walker. Donc son grand truc à elle, c'est une fois par tour, elle peut... une fois par tour, elle a une action gratuite pour activer une capacité d'une carte livre. Et signe des anciens, plus 0, en cas de réussite, elle pioche une carte pour chaque livre qu'elle contrôle. Donc elle incite à jouer beaucoup de livres. Et règle de construction, je pense tout le monde connaît, chercheur et mystique jusqu'au niveau 2. Dans son deck, alors de façon générale c'est très bien, et dans un deck qui exploite les chiens de traîneau, notamment le vieux grimoire de niveau 3. Donc un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et livre, utilisation de secret, action, inclinez le vieux grimoire, choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur cherche une carte parmi les 3 quarts du dessus de son deck, la pioche et mélange son deck. Ensuite vous avez le droit de dépenser un secret pour que cet investigateur joue immédiatement cette carte, en réduisant de 2 son coût. Autrement dit, vous utilisez le vieux grimoire, vous tutorez une carte parmi 3. Si vous trouvez une copie du chien de traîneau, en retirant un des 2 secrets, vous allez jouer le chien de traîneau pour 2 de moins, autrement dit pour seulement une ressource. Donc en une action, si vous tombez sur un chien de traîneau, pour une action et une ressource, vous tutorez et vous jouez une carte qui normalement coûte 3 ressources. Pardon, ça vous permettra de mettre rapidement vos chiens de traîneau en jeu. Les chiens de traîneau ont l'intérêt, que je retrouve, la première action, inclinez X chiens de traîneau, se déplacer, déplacez-vous X fois. Dès qu'on en a 2, en une action, on se déplace 2 fois. Quand on a 3, en une action, on se déplace 3 fois. Quand on a les 4, en une action, on se déplace 4 fois. Donc, on va pouvoir rapidement révéler les lieux.
Voilà, donc Daisy Walker va chercher à révéler beaucoup de lieux le plus vite possible, notamment pour pouvoir jouer une des 2 copies de Décrypter la réalité qu'il y a dans son deck. Donc un événement de niveau 5 qui coûte 4, très perspicacité, enquêter, la difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Donc mettons qu'en début de partie, vous, le groupe, alors je sais pas si je l'ai mentionné, mais là aussi c'est un deck pour trio. Donc votre trio, en début de partie, a révélé 2 lieux, les lieux A et B. Daisy, elle a mis en jeu 3 chiens de traîneau. Elle est dans le lieu B, elle va incliner 3 chiens de traîneau pour se déplacer 3 fois. Donc, première fois, elle va du lieu B au lieu C, puis du lieu C au lieu D, puis du lieu D au lieu E. Donc il y a maintenant 5 lieux révélés, A, B, C, D et E. Et comme vous connaissez le deck que vous jouez, vous laissez à chaque fois dans un lieu un indice. Donc une fois qu'elle est dans le lieu E, Daisy va pouvoir jouer son Décrypter la réalité. Et si elle réussit son enquête dans le lieu E, comme elle réussit l'enquête dans le lieu E, elle prend un indice dans le lieu E. Voilà, c'est un truc, je le rappelle à chaque fois. En cas de réussite, il n'y a pas de à la place, donc l'effet est additionnel à l'effet standard de enquêter. Donc un indice dans le lieu E, vu qu'elle a réussi une enquête, puis un indice dans le lieu A, dans le lieu B, dans le lieu C, dans le lieu D, et encore un dans le lieu E. Donc en une action, elle a révélé 3 lieux, puis en une action, si elle n'a pas raté son enquête, elle a pris 6 indices. Voilà. Autre carte du deck, l'ouvrage interdit, version secret révélé, donc un soutien de niveau 3 qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, trait objet relique livre. Vous ne pouvez inclure ce soutien dans votre deck qu'en améliorant blablabla. Pour 4 actions, inclinez l'ouvrage interdit, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe, découvrir un indice dans votre lieu, réduisez de 1 le coût de cette capacité pour chaque groupe de 4 cartes dans votre main, jusqu'à un minimum de 1 action. Donc ça permet à la fois de faire du déplacement et du gain d'indice, mais pour ça il faudra avoir plein de cartes en main. Alors je reviens sur le deck. Deck de 45 cartes grâce à... Alors là c'est lequel ? C'est Apprentissage forcé, qui augmente la taille du deck de 15, mais qui à chaque phase d'entretien fait piocher 2 cartes puis défausser une des 2. Il y a évidemment un sérum d'amplification des rêves, donc on compte, quand on vérifie si on n'a pas dépassé la taille limite de la main, on ne compte que les exemplaires différents de cartes. Donc vous, avec notamment, que je retrouve ça, avec le vieux grimoire, vous piochez des cartes. Avec le sérum d'amplification des rêves, vous piochez encore plus, vous accumulez les cartes en main, de sorte à ce que que je retrouve ça, voilà, l'ouvrage interdit, l'effet de l'ouvrage interdit ne vous coûte qu'une action. Et comme avec les chiens de traîneau vous révélez beaucoup de lieux rapidement, vous savez dans quel lieu vous pourrez enquêter relativement facilement, dans quel lieu l'enquête sera difficile, et voilà, vous jouez l'ouvrage interdit, vous déplacez vers un lieu qui a mettons une valeur occulte de 6, et vous prenez un indice. Sachant que dans le deck il y a aussi Abigail Foreman, qui en réaction permet de résoudre à nouveau l'effet d'une capacité du livre qui lui a attaché. Donc vous avez révélé, je reprends mon exemple d'avant, les lieux C, D et E. Vous êtes dans le lieu E. Lieu qui a une valeur occulte de 3. Mais le lieu D, c'est un lieu de valeur occulte 6. Vous utilisez l'ouvrage interdit pour une action. Vous allez dans le lieu D, vous prenez un indice, vous inclinez Abigail Foreman, vous résolvez de nouveau l'effet, vous dites « je me déplace pas ».
vous avez le droit de vous déplacer, vous n'êtes pas obligé, donc vous ne vous déplacez pas, vous prenez un deuxième indice. Donc une action pour révéler 3 lieux, puis une action pour aller dans le lieu dans lequel l'enquête sera la plus dure et avoir 2 indices automatiquement sans test. Voilà. Et sinon le reste du deck, comme c'est un trio et qu'elle va être un peu polyvalente, il y a le lexique occulte de niveau 3 à la fois pour piocher beaucoup de cartes et pour faire des dégâts. Le parchemin des secrets, voilà, vous avez, on regarde les 3 cartes du dessous du deck, vous avez le droit de défausser une de ces cartes, en ajouter une à votre main, et le reste on le met dans l'ordre de son choix, au-dessus ou au-dessous. Donc, défausser les cartes pour s'éviter ses faiblesses, mettre dans sa main, on met dans sa main le plus grand nombre de cartes différentes possibles pour avoir plus de chances d'activer le sérum d'amplification des rêves. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mentionner? Le sac à dos, il tutore les livres et la baguette d'animalisme. Le documentaliste permet d'aller chercher très rapidement le vieux grimoire pour avoir rapidement en main les cartes dont on a besoin. Wheaton Green, chaque fois qu'on révèle un nouveau lieu, on va pouvoir tutorer un livre ou une relique parmi les 6 cartes du dessus de son deck. Alors là, le truc c'est sûr que si en 3 actions vous révélez tous les lieux du scénario, Wheaton Green ne sera activé que 3 fois sur le scénario. Mais c'est une occasion supplémentaire d'avoir le livre dont on a besoin. De la fiction à la réalité pour recharger les secrets du vieux grimoire. Demander un service pour tutorer ses chiens. Écrit cryptique parce que c'est un deck main pleine, ça fournira des ressources pour jouer le chien. Établir des connexions, par exemple, si avec j'oublie toujours le nom, l'ouvrage interdit, je trouve le dernier indice de mon lieu. Ce que je disais, l'ouvrage interdit, je vais m'en servir pour prendre automatiquement les indices dans les lieux qui ont une valeur occulte élevée. Je prends le dernier du lieu, je joue établir des connexions, je peux trouver 2 indices dans n'importe quel lieu qui a une valeur occulte inférieure. Donc a priori dans n'importe quel autre lieu. Révélation stupéfiante, vu que je vais beaucoup tutorer, ça va me permettre d'avoir soit des secrets, soit des ressources en tutorant, et puis sinon des classiques, déduction, extatique, perception, promesse de pouvoir, tout ça a le trait entraîné, et j'ai la perfection vient de l'entraînement, encore pour tutorer, pour utiliser plus mes compétences, et mes compétences qui ont le trait entraîné, elles me donnent plus d'indices, plus de secrets, plus de cartes en main, voilà. Promesse de pouvoir, 1+4, notamment quand je joue décrypter la réalité, vu que je fais mon test contre la valeur occulte la plus élevée, les dernières fois que j'ai joué décrypter la réalité dans un deck, il me semble que j'essayais de monter une valeur de compétence de 10, parce que je voulais vraiment pas me rater. Bon voilà, je vais un peu au pas de course, mais de toute façon je mettrai tous les liens, donc vous aurez le temps de regarder en détail les decks. Voilà, je vais au pas de course parce que je veux pas faire une vidéo de 2 heures. Alors, en truand, j'ai choisi Tony Morgan, et encore pour un trio. Oula. Bon, je vais mettre comme ça pour qu'on voit tout à l'écran d'un coup. Et donc là, c'est un Tony Morgan biclassé gardien. Tony Morgan, voilà, hop, son grand truc, c'est une action supplémentaire lors de son tour pour engager ou combattre un ennemi dans le lieu avec au moins une prime sur lui. Signe des anciens, +2, on met une prime sur tête mise à prix. Voilà. Dans le deck,
On a notamment demande un service pour aller chercher les chiens. On a l'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3. Donc après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, cherchez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck, piochez-la et mélangez les cartes restantes dans votre deck. X est le nombre de points de réussite. Donc ça va être notamment pour tutorer les chiens. Alors, vous voulez mettre les chiens de traîneau dans votre deck, vous avez accès aux cartes gardiens de niveau 1, bien évidemment toujours sur ces gardes, parce que ça vous permet en une action de mettre 3 chiens. Et moi je pense que il faut minimum 3 chiens en jeu pour que ça ait du sens de les utiliser. Voilà, donc vous mettez, grâce à toujours sur ces gardes, en une action, vous mettez en jeu 3 chiens, enfin jusqu'à 3 chiens, et chacun coûte 2. Bon, il faudra quand même sortir 6 ressources d'un coup. Et puis, Tony Morgan, avec les primes, il génère des ressources, donc relation influente de niveau 3, pour profiter des ressources qu'on espère accumuler. Donc c'est un deck truand friqué, comme j'adore en faire. Et puis voilà. L'avantage aussi de relation influente, c'est que ça vous donne un bon bonus, donc ça vous donne des chances de réussir largement, notamment pour les combats, et réussir largement, ça vous permet, avec l'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3, d'aller tutorer une carte assez profondément dans votre pioche. Et sinon, on combat au Mauser C96 de niveau 2, qui permet de, si on réussit de 2, de gagner des ressources. Hâte. Alors le crâne décoré de niveau 3. Donc après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre jeu est vaincu, placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré, une action, on dépense jusqu'à 3 charges, on va piocher autant de cartes et gagner autant de ressources que de charges dépensées. Donc ça génère des ressources. Alors est-ce que... Oui, c'est un trio, donc Tony Morgan, il va être responsable d'une partie du combat, pas de tout mais d'une partie. Donc il va y avoir des ennemis et des alliés vaincus dans son lieu. Donc je disais des alliés et des ennemis vaincus dans son lieu, donc il va avoir des ressources à mettre sur le crâne décoré. Et pour une seule action, il peut gagner jusqu'à 3 ressources et piocher 3 cartes. Les ressources pour faire tourner son deck friqué et pour payer les chiens de traîneau. Et les cartes, pour avoir les cartes dont il a besoin en main. Et pour ça, on a 2 chasseurs de reliques. Donc il peut avoir ces 3 accessoires en jeu simultanément. Une copie de l'étui pratique. Voilà, une copie de l'étui pratique, ce qui veut dire que concrètement il pourra avoir 3 armes à feu en jeu simultanément. Donc 2 Mauser et un Colt par exemple. Des lilas O'Rourke pour se booster en combat et aussi pouvoir faire des dégâts en dépensant des ressources. Léo DeLuca. L'emprunt un peu scrupuleux pour avoir rapidement beaucoup de ressources et avoir rapidement un deck friqué qui marche. Alors Lobol pour Caron pour avoir plus d'XP. J'avais envie de faire un deck avec beaucoup d'XP, donc j'ai mis Lobol pour Caron. Quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario, si vous n'avez pas été vaincu lors de ce scénario, vous recevez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Donc quand on met ça dans son deck, l'objectif c'est de ne jamais être vaincu de la campagne. Mais justement, dans le deck, il y a les 4 chiens de traîneau qui vont pouvoir absorber pas mal de dégâts et d'horreurs, et lui éviter d'être vaincu aux dégâts ou aux horreurs. On a Hâte pour plus d'action, on a sa capacité à lui pour plus d'action, Léo DeLuca pour plus d'action. Donc même s'il faut beaucoup d'attaques pour tuer un ennemi, même s'il y a certains ennemis qu'on n'arrive pas à achever avant la phase des ennemis, Tony Morgan devrait tenir.
Et puis sinon, explosion de dynamite, munitions supplémentaires, premier tour de garde parce qu'on est en trio, donc on va pouvoir choisir d'attribuer tous les ennemis à Tony Morgan, et donc faire des deux autres decks, un deck d'enquêteur pur et un deck polyvalent mais plutôt enquête, alors que Tony Morgan sera spécialisé en combat, toujours sur ses gardes, et aussi un trompe la mort pour, rapide à jouer quand vous devriez être vaincu, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, défaussez toutes les cartes dans vos zones de menace, soignez 2 horreurs et 2 dégâts, et déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi. Si c'est votre tour, il se termine, retirez trompe la mort de la partie. Donc, une autre sauvegarde pour éviter d'être vaincu dans le scénario, et donc pour éviter d'être tué par Lobol pour Caron. Et niveau compétences, on met seulement 2 copies de coups vicieux. Le Colt fait les dégâts 2 par 2, le Mauser fait les dégâts 2 par 2, les chiens de traîneau, pour chaque chien de traîneau utilisé lors de l'action, on inflige 1 dégât, donc selon le nombre qu'on en a en jeu, on peut faire de 1 à 4 dégâts. Et coup vicieux, c'est pour les dégâts qui manqueront, en plus de l'effet de Delilah O'Rourke pour faire des dégâts sans dépenser d'action. Et voilà pour le deck de truand. On passe maintenant au deck de mystique et j'ai choisi Dexter Drake. Alors ça je crois, alors là c'est pour un duo et lui il est spécialiste en combat. Je pense que j'avais déjà mentionné dans mon déballage qui parlait des chiens de traîneau, je pense que j'avais déjà mentionné que Dexter Drake semblait bien placé pour les jouer. Alors Dexter Drake, sa spécificité, action rapide, lors de votre tour, défaussez un soutien que vous contrôlez, jouez de votre main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût, limite d'une fois par round. Signe des anciens +2, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu, ensuite piochez une carte. Donc son action rapide, dans le cadre de ce deck, ça pourrait être action rapide, lors de votre tour défaussez un soutien qui ne s'appelle pas chien de traîneau, jouez depuis votre main un chien de traîneau pour 1 ressource de moins. Voilà. Alors, j'ai pas revérifié les règles exactes, mais sur le principe, mais vous voyez. Oui, voilà. Vous voyez, dans le deck, il y a Molly Maxwell, Bribe Occulte, Sens du Spectacle et Yaz-Tarot. Donc en fait, c'est un deck avec les 2 sets signatures plus faiblesse perso qui existent pour Dexter Drake. Il me semble avoir lu que les cartes qui ont le trait remplacement, soit on les met à la place des cartes qu'elles sont censées replacer, soit on les met en plus, à condition d'avoir à chaque fois signature et faiblesse. Donc, alors corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais pour ce que j'en sais, Dexter Drake, dans son deck, soit on lui donne, que je retrouve ça, Molly Maxwell plus Yaz-Tarot, soit on lui donne Sens du Spectacle plus Bribe Occulte, soit on lui donne Molly Maxwell et Sens du Spectacle plus Yaz-Tarot et Bribe Occulte. Donc moi j'ai choisi les 2 signatures et les 2 faiblesses perso. Pourquoi ? Est-ce que je le détaille ? Parce que je trouvais que les 2 étaient bien. Alors, je crois que je ne l'ai pas détaillé plus tard, donc on va voir Sens du Spectacle. Sens du Spectacle, c'est un soutien qui dit « Réaction, après qu'un soutien est entré en jeu sous votre contrôle, jusqu'à la fin du round, vous gagnez +2 à chacune de vos compétences, tant que vous résolvez une capacité déclenchée de ce soutien. » Autrement dit, un chien de traîneau entre en jeu, vous avez +2 à votre force quand vous résolvez la capacité de combat qu'il y a sur ce chien de traîneau.
Donc, le chien de traîneau, normalement, c'est plus X en force pour cette attaque, et inflige X dégâts au lieu de ses dégâts normaux. Si vous attaquez avec le chien de traîneau juste après l'avoir joué en jeu, ça devient plus X plus 2 en force pour infliger X dégâts, en inclinant X chien de traîneau. Donc, quand vous mettez en jeu le premier, et que vous inclinez sens du spectacle, vous avez plus 3 en force pour faire un dégât. Avec le deuxième, c'est plus 4 en force pour infliger 2 dégâts, plus 5 pour 3 dégâts, plus 6 pour 4 dégâts. Alors, sur des rounds différents, vu qu'il faut incliner à chaque fois tous vos chiens de traîneau en jeu pour faire cette valeur-là de X. Voilà. Donc ça, c'était l'intérêt de sa première carte signature. La carte signature qu'il y a dans le Dexter Drake de la boîte Innsmouth. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Innsmouth. Mais le Dexter Drake... Ah, il faut que ça recharge. Le Dexter Drake qui était dans le livre Blood of Balshandor a comme carte signature Molly Maxwell, une alliée qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 4 points de santé mentale, trait allié et assistant, deck de Dexter Drake uniquement remplacement, action rapide, inclinez Molly Maxwell et infligez-lui une horreur, nommez n'importe quel trait, révélez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révéliez un soutien avec ce trait, piochez ce soutien, mélangez les autres cartes révélées dans votre deck. Et si on regarde le deck, le chien de traîneau, comme trait, il a allié et créature. Et il n'y a aucune autre carte dans le deck qui a le trait créature. Donc, Molly Maxwell, vous lui infligez une horreur, vous pouvez le faire à 4 reprises, et il y a 4 chiens de traîneau. Vous dites, comme trait, vous dites créature, vous révélez des cartes jusqu'à ce que vous révéliez une des copies du chien de traîneau. Vous la piochez, donc vous la mettez dans votre main et vous remélangez votre deck. Vous faites ça en action rapide, et ensuite, potentiellement, vous utilisez l'action rapide de Dexter Drake pour mettre en jeu le chien de traîneau. Donc, combien elle coûte Molly Maxwell ? 3. Donc potentiellement, au premier round, première action, vous jouez Molly Maxwell pour 3 ressources. Vous allez jouer, alors je me souviens plus exactement ce que j'ai mis dans mon deck. Pardon, je reprends. Oui, donc vous mettez en jeu Molly Maxwell, vous l'utilisez immédiatement, donc vous avez un chien de traîneau dans votre main. Éventuellement, avec vos actions 2 et 3, vous prenez 2 ressources, vous en aviez 2, vous en avez récupéré 2 autres, phase d'entretien, vous avez votre 5e ressource. Deuxième round, vous jouez un chien de traîneau, vous utilisez Molly Maxwell pour aller chercher le 2e, 3e round vous allez chercher le 3e, 4e round vous allez chercher le 4e, et bon, il faut les jouer, mais si vous avez Molly Maxwell en jeu au premier round, au 4e round vous avez, évidemment à condition de ne pas la perdre avant ça, mais 4e round de la partie, vous avez vos 4 chiens de traîneau. Dans le deck, on a aussi Marché Noir, alors j'en ai parlé dans le deck de... Je vais y arriver, dans le deck de Léo Anderson. Et ben tout simplement, voilà, vous révélez des cartes du dessus de votre deck, vous espérez qu'il y ait un chien de traîneau parmi ces 5 cartes là. Dexter Drake qui permet de jouer depuis la main. Le Marché Noir vous permet de jouer les cartes comme si elles étaient dans votre main. Donc la capacité de Dexter Drake, ça devient jouer une carte qui est dans votre main ou qui est parmi les 5 cartes révélées par le Marché Noir. Plus de chances de mettre en jeu des chiens de traîneau rapidement. Demande un service, eh bien, dans votre deck vous avez pas mal d'alliés. Vous allez avoir par exemple David Renfield. Donc David Renfield, vous lui mettez une fatalité dessus pour avoir un bonus en volonté. Il vous fournit des ressources. Potentiellement à chaque fois, avant de prendre votre ressource, vous lui mettez une fatalité dessus
pour avoir encore plus de ressources encore plus rapidement. À un moment donné, ça devient dangereux de le garder en jeu, donc là, deux solutions. Soit la capacité de Dexter Drake, vous le défaussez pour mettre en jeu depuis votre main un chien de traîneau, soit un demande un service, vous le renvoyez dans votre main, vous tutorez un chien de traîneau. Protéger l'Anirnik. Donc dans la dernière boîte de cartes joueurs qui est sortie, rapide, à jouer après qu'un soutien allié dans votre lieu a été vaincu ou défaussé par un effet de carte. Soit vous renvoyez ce soutien dans la main de son propriétaire, soit son propriétaire pioche 3 cartes. Encore une fois, dans le deck, on a David Renfield qu'on veut pas garder en jeu trop longtemps à cause de ses fatalités. Diana Espérance, quand elle a plus de secret, elle n'est plus utile, donc on voudrait pouvoir la récupérer en main pour la rejouer. L'initié aux arcanes a également des fatalités une fatalité, et Molly Maxwell, une fois qu'elle a permis d'aller chercher, si elle est allée chercher elle-même les 4 chiens de traîneau, elle s'est pris 4 horreurs, donc elle est vaincue. Mais sinon, si quand on a le 4e chien de traîneau en main, il lui reste un ou plusieurs points de santé mentale, on peut s'en servir pour encaisser une horreur de reste pourrissant ou un dégât de chute inévitable, des choses comme ça. Et là, on aura protégé l'Anirnik pour piocher des cartes, dans le cas de Molly Maxwell, pour remonter Diane Espérance en main. Voilà. Donc Diane Espérance, j'en parlais. Rêve conscient. Rêve conscient, une carte que j'utilise quasiment jamais dans mes decks parce qu'elle est très très circonstancielle. Donc événement neutre de niveau 2 qui coûte 1, trait sort. Choisissez une carte dans votre zone de jeu ou révélez une carte de votre main. Cherchez un autre exemplaire de cette carte dans votre deck et piochez-la. Mélangez votre deck. La cible est bien évidemment le chien de traîneau. Dès que vous avez un chien de traîneau en jeu ou en main, cette carte-là va vous permettre pour une action et une ressource d'aller chercher un autre chien de traîneau. La carte a le trésor, on peut l'attacher à Diane Espérance, qui va donc pouvoir en action rapide pour une ressource aller chercher un chien de traîneau dès qu'on en a un en jeu ou en main. Donc en fait, dès qu'on a un exemplaire, mettons que au premier round, on peut jouer Molly Maxwell. Premier round, Molly Maxwell va chercher le premier chien de traîneau. Deuxième round, on joue Diane Espérance et on lui attache Rêve conscient. Diane Espérance va chercher un deuxième chien. Molly Maxwell va chercher le troisième chien. Et quatrième round, Molly Maxwell va chercher le quatrième chien et Diane Espérance n'a plus rien à faire. Ou alors, tout simplement, Diane Espérance va pouvoir faire le boulot à la place de Molly Maxwell. Alors il faudra encore une fois un premier chien pour servir de cible de Rêve conscient. Voilà, choisissez une carte dans votre jeu, dans votre zone de jeu, ou révélez une carte de votre main, donc il faut en avoir une copie. Mais les 3 secrets de Diane Espérance, ces 3 utilisations de Rêve conscient, c'est les exemplaires 2, 3 et 4 du chien de traîneau. Voilà, et le reste des cartes, l'Atamé spirituel, il fournit des bonus de plus 2 chaque fois qu'on utilise un sort, chaque fois qu'on fait un test de compétence sur un sort. Si vraiment on est dans la dèche, il permet de combattre à plus d'enforce, mais faire un seul dégât. C'est un soutien, donc à un moment donné on va le défausser, si nécessaire on va le défausser pour jouer depuis sa main un chien de traîneau. Le livre des abysses, il permet de combattre dans le cas de Dexter Drake avec sa volonté, d'avoir plus 1 sa valeur de compétence par fatalité sur le livre, et de faire plus 1 dégât par fatalité sur le livre. Le maximum sur le livre c'est de 3, donc le livre des abysses, il va pouvoir
permettent de combattre à plus 3 pour faire 4 dégâts. Quand il y a trop de fatalité, on n'hésite pas, on le défausse pour mettre en jeu à la place un chien de traîneau. Atrophie, un classique, un sort classique de combat. Flambeau de Cthugha. Alors pourquoi ? Vu la capacité de Dexter Drake, on veut beaucoup on veut beaucoup de soutiens différents. Par exemple, le flétrissement, si on a utilisé toutes ses charges, on ne peut pas défausser un flétrissement pour mettre en jeu un autre flétrissement. Par contre, on peut défausser le flétrissement pour mettre en jeu le flambeau de Cthugha. Même remarque sur Flamme Azurée. Donc, j'ai 4 sorts qui utilisent des emplacements d'arcane, une qui n'a pas de charge, donc qui va rester toute la partie, et 3 autres qui utilisent des charges, mais qui ont 3 noms différents. Donc dès qu'une des 3 est vide, hop, je la défausse pour mettre une des 2 autres. Baguette d'animalisme, sac à dos, les alliés j'en ai parlé. Prophétique, tout simplement ça fournit des réductions pour jouer des sorts, et ça permet de booster sa valeur de compétence quand on fait un test avec un sort. Donc niveau réduction, par exemple, ça réduira à 0 le coût de rêve conscient. Voilà. Se souvenir du futur, un grand classique. Si vous savez qu'il y a un pion qui vous fait échouer, vous dites, si je pioche ce pion-là, j'ai un +2. Ça c'est une carte que je mets en un exemplaire dans à peu près tous mes decks mystiques. Demande un service, marché noir, on en a parlé. Un exemplaire de planque, ok. Et 2 fois sort de protection, parce qu'on joue un mystique. Et 0 compétences, voilà, donc 22 soutiens, 11 événements, pas de compétences, et on voit parmi les soutiens qu'il y en a beaucoup de différents, donc plein d'options pour remplacer un soutien d'un nom par un soutien d'un autre nom. Voilà, et ça c'est donc mon deck, Dexter Drake et ses chiens. Là, par rapport aux 3 premiers, c'est un deck pour duo. Alors on passe maintenant aux survivants. Il me semble qu'au début, il me semble que ma première idée, c'était de faire un deck Ashcan Pit. Alors déjà, parce que ça aurait été amusant, ça aurait fait un Ashcan Pit avec 5 chiens, Duke et les 4 chiens de traîneau. Pardon. Et Nekim gratte. Et puis, autre chose, Ashcan Pit, avec son action rapide, aurait pu défausser une carte de sa main pour redresser un chien de traîneau. Alors, une seule fois par round si ma mémoire est bonne, mais donc on aurait pu dire, sur mes 4 chiens de traîneau, j'en incline 3 et j'en laisse un de redresser, pour faire une attaque qui inflige 3 de dégâts, puis je redresse un des 3, j'incline les 2, et maintenant je fais une attaque à 2 dégâts, donc avec mes 4 chiens, en 2 actions, j'ai fait 5 dégâts. Voilà. Ça aurait été une possibilité, puis finalement j'ai opté pour Silas Marsh. Ah, tiens, j'ai pas rappelé Silas Marsh. Sa spécificité. Hop. Petit temps de chargement. Alors Silas Marsh, 2-2, 4-4, 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Réaction, après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétence que vous effectuez, renvoyez dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test, limite d'une fois par round. Signe des anciens +0, vous avez le droit d'attribuer à ce test une compétence de votre pile de défausse. Après la fin de ce test, renvoyez cette compétence dans votre main au lieu de la défausser. Et il a le droit à toutes les compétences innées de niveau 0 à 2. Donc c'est un investigateur qui joue beaucoup sur les compétences. Dans son deck, il a 2 copies de partir perdant. Un soutien niveau 0 qui coûte 0. Réaction, quand vous initiez un test de compétence, inclinez partir perdant,
augmenter de 2 la difficulté de ce test, gagner 2 ressources ou piocher une carte. Comme j'utilise la liste des tabous, en fait la carte coûte 3 XP. Donc cette carte-là, c'est un moteur de ressources et de pioche. On choisit un test qu'on est sûr de rater, on en augmente encore la difficulté. Voilà, pour avoir soit 2 ressources, soit une carte. Ou alors, à l'inverse, on a un tel bonus pour réussir un test qu'on augmente la difficulté. Par exemple, on s'apprête à faire une attaque de force 8 contre une nuée de rats, on a 8 contre 1, on augmente la difficulté de 2, on passe à 8 contre 3, on est à 5 au-dessus de la difficulté. En standard, aucun risque. On échoue que sur l'échec automatique. En difficile, on échoue sur le -6 et l'échec automatique. Et en expert, -6, -8 échec automatique. Mais bon, une nuée de rats, si on se rate, on retente le test derrière. Enfin, c'est pas trop gênant de rendre le test plus dur. Associé à ça, on a gardé courage. Un max attribué par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectuait le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Donc, on rend un test plus dur pour une carte ou 2 ressources, on attribue ça, si tout se passe bien on échoue, 2 cartes et 2 ressources. Donc au total 3 cartes et 2 ressources, ou 2 cartes et 4 ressources. Voilà, moteur de pioche et de ressources pour les chiens de traîneau. Alors je vérifie quand même un truc. Voilà, c'est encore un deck de duo, c'est encore un combattant. Mais dans le deck, j'ai mis 2 copies du cran de niveau 2, 3 icônes de volonté, un max attribué par test de compétence. En cas de réussite, piochez une carte, 2 cartes à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Moteur de pioche. Alors, si l'as de base il n'a que 2, donc en attribuant cette carte, il monte uniquement à 5. Donc même si la difficulté du test n'est que de 3, par exemple un reste pourrissant, la réussite du test n'est pas garantie. Et la réussite de 2 encore moins. Mais je vais y arriver. Dans le deck, on a beaucoup de compétences, et si on regarde, on a quand même beaucoup de compétences avec des icônes libres. Donc on attribuera quelque chose en plus. Est-ce que je l'ai mis quelque part ? On attribuera quelque chose d'autre, par exemple opportuniste, qui rajoute un +1. Et comme ça, on augmente ses chances de réussir. Déjà de réussir pour piocher une carte, ou mieux de réussir de 2 pour piocher 2 cartes. Donc encore un moteur de pioche. Dans la même logique, dextérité. Dans la même logique, dextérité pour quand on fera des évasions notamment. Sauf que là, Silas pour le coup, il a déjà 4 de base en agité. Donc avec dextérité de niveau 2, il fera un test à 7 contre la difficulté. Là, il y a moins de risque d'échouer, et il y a beaucoup plus de chances de réussir de 2. Ah oui, j'avais pas fait attention. C'est un deck de 35 cartes. J'ai mis une copie de versatile. Alors je mets rarement versatile dans mes decks, parce que versatile ça augmente la taille du deck de 5, donc ça diminue les chances de piocher la carte qu'on veut, mais ça se compense en ayant un bon moteur de pioche. Et à côté de ça, on a le droit à une carte de niveau 0 de n'importe quelle classe. Et dans ce deck, il y a une copie de Sérum d'amplification des rêves. J'en ai parlé tout à l'heure. On ne compte que les cartes différentes pour vérifier si on dépasse sa limite de taille de main, et quand on pioche un exemplaire d'une carte qu'on avait déjà, on repioche. Or, si on regarde le deck, chien de traîneau, il y en a 4 exemplaires, donc tant qu'on les a pas joués, il y en a 4 exemplaires, donc si on en a
un exemplaire en main, il y a de bonnes chances que rapidement on en pioche un deuxième exemplaire. Les événements, 2 qui sont en double, et les compétences, à peu près tout est en 2 exemplaires. Donc, sérum d'amplification des rêves, là le but, ça sera de stocker plein de compétences en main. Par exemple, on garde en main les 2 copies d'opportunistes, et ça compte seulement comme 1 quand on vérifie qu'on n'est pas au-delà des 8 cartes réglementaires. L'intérêt, c'est qu'opportuniste, voilà, ça donne un +1. Si on en joue une paire, ça donne un +2. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, on renvoie la carte dans la main après la fin du test. Donc, on va... Silas Marsh, qui a dans son deck un Peter Sylvestre. Donc Silas Marsh, il a 2 de volonté de base, avec Peter Sylvestre de niveau 2, il passe à 3 en volonté. Il pioche un reste pourrissant. Donc il doit tester à 3 contre 3. Eh bien il attribue Cran de niveau 2, donc il est maintenant à 6 contre 3. Il attribue, que je retrouve ça, donc il a 6 contre 3, il attribue les 2 copies d'opportunistes, il se donne un +2. Il est à 8 contre 3. Que je m'embrouille pas, 8 contre 3. Mettons qu'il pioche un -3. Il se retrouve donc à 5 contre 3. Il réussit de 2. Il renvoie dans sa main les 2 copies d'opportunistes. Et grâce à Cran, il pioche 2 cartes. Et selon ce qu'il pioche, grâce à sérum d'amplification des rêves, il repioche une carte. Et si il pioche l'échec automatique, grâce à sa capacité, voilà, il va pouvoir renvoyer dans sa main une des compétences attribuées. Donc, les 2 compétences, chacune en 2 exemplaires, qui font piocher 2 cartes en cas de réussite de 2, les 2 copies d'opportunistes de niveau 2, plus le sérum d'amplification des rêves, normalement ça fait un bon moteur de pioche et ça compense les 5 cartes additionnelles avec versatile. Voilà. Et ces chiens de traîneau, il faut les jouer. Dans votre deck, vous avez 2 copies de présence d'esprit. Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus, après sa résolution, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez jouer à chaque tour. Et, je vais montrer la carte là. Sur la liste des tabous, maintenant, après avoir résolu... sur la carte, vous rajoutez maximum d'une fois par round. Vous ne pouvez pas déclencher 2 gains d'action dans le même round avec présence d'esprit. Mais en tout cas, si vous réussissez de 2, vous avez une action supplémentaire, action qui peut vous servir à jouer un chien de traîneau. 2 copies de présence d'esprit dans votre deck, ça fait 2 actions bonus pour jouer 2 chiens de traîneau. Et si on regarde le reste du deck, les 2 cartes signatures de Silas Marsh, le filet, donc échappé à, vous gagnez plus en agilité pour cette tentative d'évasion, vous montez donc à 5. En cas de réussite, si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un autre ennemi engagé avec vous. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le filet de Silas pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Pardon, j'ai un peu le nez pris. Donc, vous êtes engagé avec 2 ennemis, ou vous êtes engagé avec un ennemi, vous faites une action d'engagement, vous prenez une attaque d'opportunité du premier ennemi, mais vous avez vos chiens de traîneau pour encaisser. Vous êtes maintenant engagé avec 2 ennemis. Vous dépensez une action avec le filet pour échapper à. Alors évidemment, vous ciblez celui qui a la valeur d'évasion la plus faible. Je vais y arriver. 4 de base, plus 1. Vous attribuez votre dextérité de niveau 2.
Donc vous êtes maintenant à 8. Vous testez à 8 contre la valeur d'évasion de ce premier ennemi. Si vous réussissez, vu que vous avez attribué au moins une compétence au test, vous pouvez échapper automatiquement à l'autre ennemi engagé avec vous. Donc, en une action, vous échappez à 2 ennemis. Alors, s'il vous a fallu engager le deuxième ennemi, vous avez dépensé une action pour engager, ensuite en une action, vous avez échappé à 2 ennemis. Ok. Je disais donc, vous faites... Ah pardon, j'oubliais Peter Sylvestre, qui donne plus en agilité, donc en fait, vous testez à 9 contre la valeur d'évasion. Vous avez de bonnes chances de réussir largement, surtout qu'encore une fois, vous avez notamment opportuniste, et notamment présence d'esprit. Vu que vous avez attribué dextérité, si vous avez réussi, pioche d'une carte, si vous avez réussi de 2 ou plus, pioche de 2 cartes, encore de la pioche, encore des occasions de déclencher le sérum d'amplification des rêves, et quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le filet de Silas pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc, votre compétence qui vous permet de piocher 2 cartes quand vous réussissez de 2, vous la renvoyez dans votre main, et elle pourra de nouveau vous faire repiocher. Votre présence d'esprit qui vous a fourni une action de plus, il est de retour dans votre main. Et là je suis en train de réaliser plutôt, il n'y a pas marqué si ce test est réussi quand il se termine. Donc l'avantage c'est qu'au cas où vous échouez dans votre tentative d'évasion, vous renvoyez le filet dans votre main pour récupérer toutes les compétences, et maintenant vous faites une tentative d'évasion sans le filet, mais au moins vous avez repris en main les compétences qui vous donnent de grandes chances de réussir votre deuxième tentative. Dans votre autre main, vous avez le harpon du changement, plus 1 en force pour l'attaque. Si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, plus 1 dégât, et même chose, on peut renvoyer la carte et les compétences attribuées au test dans la main. Alors là, vous avez un objet de combat. Il vous permet de faire les dégâts 2 par 2. Tant que vous n'avez pas 2 chiens de traîneau en jeu, c'est avec ça que vous ferez vos dégâts 2 par 2. Évidemment, à partir du 3e chien, ça sera plus efficace d'attaquer avec les chiens, mais les chiens, il faut les incliner. Donc on peut les utiliser qu'une fois. Donc dans un tour typique à 3 actions, vous allez par exemple une fois attaquer avec les 4 chiens. En cas de réussite, vous faites 4 dégâts, mais après ça, vous avez le droit à 2 attaques avec le harpon du changement. Chaque attaque peut faire 2 dégâts. Au total, en 3 actions, vous pouvez faire 8 dégâts. Voilà. Baguette d'animalisme, je reviens pas dessus. Alors on note, parmi les alliés, il y a 4 exemplaires du chien de traîneau. Un exemplaire de Peter Sylvestre, alors on revient pas sur Peter Sylvestre, mais dans les permanents, il n'y a pas de charisme. C'est-à-dire que si vous avez une copie de Peter Sylvestre en jeu, vous ne pourrez avoir, je suis en train de réfléchir, j'allais dire 3 chiens traîneaux. Non, c'est pas... Enfin pardon, je reprends. Vous n'avez pas de charisme. Donc vous avez un seul emplacement d'allié. Si vous n'avez pas la baguette d'animalisme en jeu, vous n'avez qu'un emplacement d'allié, pas d'autre bonus, donc c'est soit un exemplaire de Peter Sylvestre, enfin c'est logique vu qu'il est unique, soit 2 chiens de traîneau. Si vous avez la baguette d'animalisme, vous permet d'avoir tous les alliés en jeu. Mais donc, voilà, la baguette d'animalisme, il faudra la jouer, et d'où l'intérêt d'avoir toute cette pioche. Alors en événement, 2 chanceux de niveau 2, c'est chanceux, mais en plus on pioche une carte. Encore de la pioche. Une copie d'une rencontre fortuite de niveau 2. Donc vous
payez X pour choisir un soutien allié avec un coût en ressources imprimées de X dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Vous mettez en jeu ce soutien sous votre contrôle. Ça a rapport avec ce que j'ai dit juste avant. Si vous, en début de partie, vous jouez Peter Sylvestre, et que vous vous retrouvez avec 2 copies de chiens de traîneau en main, vous allez vouloir les jouer, mais tant que vous n'avez pas la baguette d'animalisme, jouer un chien de traîneau vous fait défausser Peter Sylvestre. Et inversement, si vous avez 2 copies de chiens de traîneau en jeu et que vous jouez Peter Sylvestre, avant d'avoir la baguette d'animalisme, vous défaussez les chiens. Mais vous ne pouvez pas non plus garder plein de cartes en main en attendant d'avoir la baguette d'animalisme. Donc il est probable que vous jouerez le premier allié venu dès que possible, pour avoir avec le chien, il peut encaisser 1 et 1, puis le deuxième dégât ou la deuxième horreur le 20. Peter Sylvestre, il peut pas encaisser en dégâts, mais il peut encaisser beaucoup d'horreur potentiellement. Donc dès que vous avez un allié, vous le jouez. Peut-être que plus tard, en jouant un autre allié, vous défausserez le premier mis en jeu, et c'est pour ça que une rencontre fortuite vous permet de récupérer un de vos alliés. Vous avez perdu votre Peter Sylvestre, vous jouez la baguette d'animalisme, puis une rencontre fortuite, voilà, vous avez vos 4 chiens de traîneau, vous avez la place pour les 4 chiens de traîneau, et vous avez remis votre Peter Sylvestre en jeu. Véritable survivant, renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Les compétences, je crois elles ont toutes le trait inné. Et justement, les 21 compétences du deck, sur 35 cartes, audace, 3 icônes libres, test de compétences pour une attaque ou une tentative d'évasion, donc le filet, ou le harpon, ou le chien. Avec les chiens, ça veut dire que vous pouvez faire potentiellement une attaque avec un plus 7. Vous inclinez les 4 chiens, vous attribuez audace, ça vous fait plus 7. Ça vous fait une attaque à force 11. Plus les autres compétences que vous pouvez attribuer. Cran, on en a parlé. Curiosité, des icônes de volonté et d'intelligence. Plus vous avez de cartes en main, plus il y a d'icônes. Or, c'est un deck, quelque part, c'est un deck Silas Marsh, main pleine. Et donc, curiosité, potentiellement, ça vous donne un plus 3 en volonté, sur un test de traîtrise. Défiance, un seul icône libre, mais on ignore les symboles crâne, cultiste, tablette et choses anciennes lors du test. Alors vu qu'on ignore le modificateur, ça augmente les chances de réussite, mais ça peut aussi protéger des effets négatifs. Par exemple, si au premier round on joue la baguette d'animalisme, qu'au deuxième round on pioche on fait un test, et on sait que si on pioche la tablette, on doit défausser la baguette d'animalisme, et qu'on pourra plus la remettre en jeu, probablement de toute la partie, on attribue défiance pour se protéger contre l'effet de défausse. Voilà. Dégourdi, ça vous permet de récupérer dans votre main véritable survivant. Véritable survivant que vous jouerez ensuite pour récupérer une de vos compétences. Donc c'est une... comme dans le deck Lola dont je parlais il y a 2 dimanches, on a une boucle de récursion, quoi. Véritable survivant récupère 3 compétences innées, dont dégourdi. Dégourdi récupère véritable survivant, etc., etc. Dextérité, on en a parlé. Force brute. Hop, je vais agrandir un peu. Donc, une icône de force, un max attribué par test de compétences. Si s'attribue à une action combattre basique, encore 2 icônes de force de plus, et en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus de dégâts. Donc une autre solution de combat, en plus du harpon et des chiens. Une compétence qui donne 3 icônes, si on l'utilise au bon moment, donc ça augmente les chances de réussir de beaucoup.
Et en fait, ce deck-là, c'est un deck qui utilise chien de traîneau, qui fait un petit peu deck main pleine et qui est aussi un peu réussite avec 2 ou plus. Garde et courage, on a parlé, opportuniste aussi, présence d'esprit aussi, et surdoué pour finir. Et donc, alors, effectivement, je crois avoir vu que toutes les compétences sont innées. Là, en l'occurrence, une compétence avec un icône libre, et un icône libre la carte gagne autant d'icônes libres que la valeur de la compétence la plus faible autre que la compétence testée. Vu que s'il est 2, 2, 4, 4, si vous attribuez ça à un test de force ou d'agilité, la carte a 3 icônes libres, donc c'est un plus 3. Si vous utilisez ça pour un test de volonté ou d'intelligence, la carte gagne 4 icônes libres, donc c'est un plus 5. Donc cette carte-là, mine de rien, ça vous donne un plus 5 pour vos tests de volonté. Pardon. Ah non, je dis des bêtises. Pardon, je dis des bêtises. Je reprends. Il est 2, 2, 4, 4. Donc si vous testez la force ou l'agilité, c'est bien ce que je disais, 3 icônes. Par contre, si vous testez la volonté ou l'intelligence, vu que l'autre valeur de compétence est de base à 2, la carte a 3 icônes et vous fournit un plus 3. Une fois que vous avez joué Peter Sylvestre, la volonté de Silas Marsh est passée à 3, donc ça lui fait un plus 3 en volonté ou un plus 4 en intelligence. En tout cas, un gros bonus. Et une autre carte supplémentaire pour résister aux traîtrises. Voilà. Et pour finir, le deck... Il me faut du café. Voilà. Alors pour finir, un deck pour un investigateur neutre. Il n'y a qu'un investigateur neutre, donc Lola Eyes. Donc un deck Lola Eyes spécialisé en combat pour un duo. Lola Eyes. Allez, je vais quand même rappeler ce qu'elle a de spécifique. Comme j'ai préparé cette vidéo en plusieurs étapes, pour les 4 premiers, j'avais pensé à faire un onglet sur l'investigateur, puis pour les 2 derniers, j'avais oublié. Donc Lola Eyes, elle est 3, 3, 3, 3. Forcé, après avoir pioché votre main de départ, choisissez un rôle. Gardien, chercheur, truand, mystique ou neutre. Vous pouvez uniquement jouer, attribuer ou déclencher les capacités des cartes neutres ou des cartes de votre rôle. Action rapide, changer de rôle, limite d'une fois par round. Signe des anciens plus 2, vous avez le droit de changer de rôle et vous avez accès à toutes les cartes jusqu'au niveau 3 et toutes les cartes neutres. Vous devez choisir 3 classes différentes et vous devez avoir au moins 7 cartes dans chacune de ces 3 classes. Alors, on note un deck à 60 XP quand pour la plupart des autres, j'ai été parti sur l'idée d'avoir 40 XP sur la campagne, là 60 XP. Déjà, le deck inclut dans le vif du sujet. Donc, quand vous créez le deck, vous mettez ce permanent là, vous prenez 2 traumas, alors a priori un de chaque, vous avez 3 points d'expérience. Sur ces 3 points d'expérience, vous en dépensez 2 pour l'obol pour Caron. J'en parlais tout à l'heure. L'obol pour Caron, donc elle vous donnera, si vous n'êtes pas vaincu, 2 XP à la fin du scénario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. 7 fois 2, 14 XP. Donc, 3 XP de dans le vif du sujet. 14 XP d'obol pour Caron, donc ça fait 17 XP, plus les 40 XP, donc ça nous fait 57. Et les 3 restants, je sais pas, ça doit être un arrondi. Ça doit être un arrondi. Ah non, pardon, je sais. Les 3 XP restants, avant que j'oublie, voilà,
c'est parce que vous pouvez, en début de campagne, mettre dans votre deck Dieu reconnaîtra les siens, un événement truand de niveau 0 qui coûte 0, très tactique et condamné, à jouer uniquement lors d'un de vos tours durant lequel vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 6 vies, ajoutez Dieu reconnaîtra les siens à la pile de victoire et terminez immédiatement votre tour. Quand vous recevez de l'expérience lors de la résolution de ce scénario, vous recevez un point d'expérience supplémentaire. Donc si sur l'ensemble de la campagne vous arrivez à jouer cette carte-là 3 fois, vous arrivez à vos 60 points d'XP. Alors, Lobol pour Caron, on veut pas être vaincu. Du coup, dans le deck, j'ai mis 2 copies de Je fiche le camp. Événement de niveau 0 qui coûte 0. À jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu. Abandon, vous fichez le camp d'ici. Donc cette carte-là vous permet d'abandonner de n'importe où à partir du moment où il y a une capacité d'abandon en jeu. Et comme vous utilisez cette capacité-là d'abandon, vous n'êtes pas concerné par, les coûts de la capacité abandon en jeu. Par contre, s'il y a un critère du style tant qu'il n'y a aucun ennemi dans l'entrée gagne 2 points, ouvrez les guillemets, abandon, blablabla. S'il y a un ennemi dans l'entrée, la capacité d'abandon n'est pas ajoutée, vu qu'elle sera ajoutée que s'il y avait pas d'ennemi, donc Je fiche le camp ne marche pas. Mais cette carte-là vous permet rapidement d'abandonner pour ne pas être vaincu, pour ne pas être tué par Lobol pour Caron. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Gloire, un événement gardien, rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, piochez 2 cartes. Vous êtes un combattant, vous allez vaincre des ennemis. Ça vous permet de piocher en faisant ce que vous avez à faire. Abnégation, à attribuer uniquement un test de compétence, de n'importe quel type, effectué par un autre investigateur dans votre lieu. En cas d'échec, vous devez résoudre tous les effets du test raté à la place de l'investigateur qui l'effectuait. Ensuite, soit vous piochez 2 cartes, soit il pioche 2 cartes. Là, l'idée, c'est que... donc c'est une carte de compétence qui n'aide pas un autre investigateur à réussir le test. Donc vous voyez l'autre investigateur, c'est un duo, deck pour duo. Donc vous voyez l'enquêteur qui va rater un test. Par exemple, parce que c'est un test de force et que l'investigateur a une mauvaise force. Vous attribuez abnégation en partant du principe que le test sera raté. Le test est raté, c'est Lola qui souffre des effets de l'échec, par exemple subissez 2 dégâts, sauf que vous avez vos chiens de traîneau qui vont encaisser pour vous, donc Lola ne craint pas trop pour sa vie, et ensuite, soit vous piochez 2 cartes, soit il pioche 2 cartes. Ça, vous verrez en fonction de ce qui se passe. Si l'enquêteur n'a pas assez de bonnes cartes, il pioche. Si c'est Lola qui a du mal à combattre, elle va piocher. Enfin voilà. Mais en tout cas, vous profitez du fait que Lola a beaucoup de chiens de traîneau pour encaisser, pour faire un peu d'encaissement à la place de l'autre. Audace, plus 3 pour une évasion ou une attaque. Et quoi qu'il arrive, après la fin du test, vous piochez une carte. Casse-cou. Oui, je l'ai pas précisé, mais le deck va fonctionner avec les classes survivant, truand et gardien. Donc là, on a un petit peu de truand. Casse-cou, que je retrouve, voilà, casse-cou, de niveau 2. Compétence avec un icône libre. Après avoir attribué casse-cou à un test de compétence, révélez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révéliez une compétence truand que vous pouvez attribuer à ce test. Attribuez-la,
Mélangez dans votre deck chaque autre carte révélée. Eh bien, en l'occurrence, on a Élan. Alors, Élan, c'est une compétence truand avec un icône libre. Si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite, jusqu'à un maximum de 3. Donc vous faites un test, vous attribuez casse-cou. Casse-cou vous fait aller chercher Élan, donc casse-cou plus Élan ça vous fait un plus 2. C'est déjà ça comme bonus. Si vous réussissez, vous diminuez la difficulté du prochain test, et notamment si, comment dire ça, si vous inclinez, si vous attaquez un ennemi avec vos chiens de traîneau, le nombre de chiens de traîneau qu'on incline, ça joue sur le bonus qu'on a et sur le nombre de dégâts qu'on inflige. Si on veut infliger 2 dégâts par exemple, on a besoin d'incliner que 2 chiens. Mais peut-être que le bonus de plus 2 n'est pas suffisant. Donc on va tenter d'incliner plus de chiens. Donc par exemple on va dire j'ai un ennemi qui a 2 points de vie mais je vais incliner 3 chiens pour ne pas me rater. On attribue casse-cou. Casse-cou fait attribuer Élan. Donc 3 chiens. Plus casse-cou, plus Élan, on fait un test à plus 5, 3 de base, plus 5, on fait une attaque à 8. En cas de réussite, on fait les 3 dégâts, et si on a réussi de 3, le prochain test a une difficulté baissée de 3. Et donc là, on va attaquer avec le dernier chien redressé, 3 de base, le plus 1 du chien incliné, donc on est à 4, la difficulté est baissée de 3, et ben voilà. On a de meilleures chances de réussir l'attaque, même si on n'a plus qu'un seul chien de disponible pour cette attaque. On a aussi comme autre compétence truand, surdoué, dont je parlais il y a peu. Surdoué gagne un nombre d'icônes libres égal à la valeur de compétence la plus faible autre que la compétence actuellement testée. Lola, elle est 3, 3, 3, 3. Donc surdoué, normalement c'est en permanence une carte avec 4 icônes libres. Tout simplement. En tout cas, casse-cou plus... Enfin, quand on attribue casse-cou, ça nous fait attribuer Élan ou surdoué. Soit c'est seul ou un autre casse-cou d'ailleurs, qui dans ce cas-là va chercher une 3e compétence. Mais ça va faire soit plus 2 avec casse-cou plus Élan, et en cas de réussite, on diminue la difficulté du test suivant, ou alors casse-cou plus surdoué, ça fait carrément un plus 5. Voilà, donc bonne chance de réussite. Maîtrise, c'est une combattante, elle va se donner un plus 3. Si elle réussit de 2, elle pioche 2 cartes. Connaissance ancestrale. Ah oui, il y a un truc un peu bizarre. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Draw deck only. Donc ça prend pas en compte. Ça prend pas en compte les permanents. Donc en permanent, elle a une copie de connaissance ancestrale. Permanent et exceptionnel. Votre deck doit contenir au moins 10 compétences. La taille de votre deck est augmentée de 5. Donc son deck fait 40 cartes. Réaction. Avant de piocher votre main de départ, attachez face cachée sous cette carte 5 compétences non faiblesse prises au hasard dans votre deck. Action rapide, inclinez connaissance ancestrale, piochez une compétence attachée. Donc vous avez la possibilité d'avoir plein de compétences, 5 compétences de plus, mais ça n'augmente pas la taille de votre pioche, vu que les cartes sont mises de côté. Et ça augmente vos chances d'avoir la bonne compétence dont vous avez besoin au bon moment. Voilà. S'en tenir au plan. Réaction avant le grand classique, mais bon, je vais le relire quand même. Réaction avant de piocher votre main de départ, cherchez jusqu'à 3 événements tactiques et ou ravitaillements différents dans votre deck et attachez-les à s'en tenir au plan. Mélangez votre deck.
Vous avez le droit de jouer les cartes attachées à s'en tenir au plan comme si elles étaient dans votre main. Inclinez s'en tenir au plan en tant que coût supplémentaire pour jouer une carte attachée. Donc en début de partie, 3 cartes de votre pioche qui sont mises de côté, vous les avez quand vous voulez au rythme d'une par round. En l'occurrence, encore une fois, toujours sur ces gardes, on va pouvoir potentiellement jouer 3 chiens de traîneau d'un coup. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attaque par derrière, dont je parlerai plus tard, et en chasse, de niveau 3. Et voilà, ça fait les trois tactiques. Alors, sachant qu'en début de campagne, selon l'ordre dans lequel vous faites vos améliorations, Dieu reconnaîtra les siens, c'est aussi une tactique. Voilà, donc votre carte qui vous permet d'avoir un XP de plus si vous tuez assez d'ennemis ou des ennemis assez costauds, vous l'avez sous la main. Comme dans le deck précédent, une rencontre fortuite, voilà, pour récupérer soit Nakaslo, soit les chiens de traîneau. Et, très important, 17 l'étoile, le tarot gardien de niveau 3. Oh, déjà 1h30 d'enregistrement. Donc le tarot qui dit chaque soutien que vous contrôlez ayant de la vie gagne plus 1 de vie, chaque soutien que vous contrôlez ayant de la santé mentale gagne plus 1 de santé mentale. Quand la partie débute, si vous avez cette carte là dans votre main, vous la mettez en jeu. Alors, 4 chiens de traîneau qui deviennent 3-3, ça fait une bonne capacité d'encaissement, surtout que 2 copies d'une rencontre fortuite, s'il y en a un qui est vaincu, vous pouvez le jouer depuis votre défausse. Et aussi Anakaslo, donc une alliée qui a 1 point de vie, 1 point de santé mentale, qui passe donc à 2-2. Vous possédez 2 emplacements de tarot supplémentaires, et justement dans le deck il y a 3 tarots. Réaction, quand la partie débute, si Anakaslo est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Réaction, après l'entrée en jeu d'Anakaslo, cherchez un soutien tarot dans votre deck et mettez-le en jeu. Donc 17 l'étoile, ça augmente la résistance d'Anakaslo. Typiquement, si vous jouez le cercle brisé ou le renouveau du cercle brisé, dans les 2 cas, il y a une traîtrise qui inflige des dégâts directs, enfin un dégât direct ou une horreur directe à chaque allié en jeu, enfin chaque allié que vous contrôlez. Donc 17 l'étoile sert notamment à protéger Anakaslo. Et Anakaslo vous permet d'avoir plusieurs tarots pour avoir de bons bonus. Et voilà, et le reste du deck, baguette d'animalisme. Les tarots 2 fois l'as d'épée qui boostent votre force. Vous êtes là pour combattre. Une fois que vous avez les 2 as d'épée, vous avez 5 de force. Si vous faites une attaque avec vos 4 chiens de traîneau, vous montez à 9. Voilà. Avec les 2 as d'épée en jeu, une attaque qui mobilise les 4 chiens de traîneau, c'est une attaque à force 9 pour faire 4 dégâts. C'est comme attaquer avec un lance-flamme dans un deck gardien qui aurait 4 de force de base, je dirais. Non, pardon, qui aurait 5 de force de base. L'étoile, j'en ai parlé, permanent charisme. Donc, la présence de charisme fait qu'on peut avoir simultanément Anakaslo et 2 chiens de traîneau, ou alors les 4 chiens de traîneau. Et baguette d'animalisme plus charisme, ça fait qu'on peut avoir tous les alliés en même temps. Sans tenir au plan, on en a parlé, je fiche le camp, attaque par derrière. Alors ça, combattre, vous utilisez votre agilité au lieu de votre force, vous faites plus de dégâts, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous renvoyez attaque par derrière dans votre main à la fin du tour. Donc vous combattez avec votre valeur d'agilité, et si vous réussissez largement, vous renvoyez la carte dans votre main, donc ça veut dire que potentiellement, si vous avez ça en main, vous
pouvez passer en mode truand. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est bon, je le dirai à la fin. Vous êtes en truand, vous jouez, vous attaquez avec attaque par derrière. Si vous réussissez assez largement, ça vous revient dans la main. Round suivant, vous commencez votre tour en truand, vous attaquez avec attaque par derrière, et ensuite vous pouvez changer de rôle. Et si on regarde, on n'a pas tant que ça d'icônes d'agilité, mais on a des icônes libres. Et notamment surdoué, pour rappel, surdoué, ça vous donne un +4 à votre agilité. De chanceux, alors pour les jouer, il faudra évidemment être en... Je vais y arriver en survivant. 2 fois en chasse de niveau 3. Alors, en chasse de niveau 3, vous jouez ça pendant la phase de mythe, quand vous devriez piocher une carte rencontre. À la place, vous cherchez un ennemi dans le deck rencontre, dans l'ensemble du deck rencontre. Vous le générez en jeu, engagez avec vous. Vous lui attachez en chasse, vous mélangez le deck de rencontre, et une fois que vous avez vaincu l'ennemi, vous avez 3 ressources. Donc vous êtes là pour combattre, cette carte-là vous assure que vous aurez un combat au lieu d'une carte traîtrise qui pourrait vous gêner, et ça vous fournit des ressources, notamment pour payer vos chiens de traîneau, 3 ressources c'est le coût d'un chien de traîneau, ou les tarots. Si les tarots sont pas en jeu en début de partie, pour les mettre en jeu, il faudra payer 3. Audace, blablabla, dégourdi, ça vous permettra de récupérer en main des chanceux par exemple. Force brute, j'en ai parlé je crois pour le deck précédent. Voilà, vous faites une attaque de base avec une force de 6. Grâce aux 2 copies d'ASDP, vous pouvez avoir une force 8 et il vous faut réussir de 2. Maîtrise de niveau 2, j'en ai déjà parlé. Et à y regarder de plus près, je me rends compte qu'on pourrait éventuellement modifier légèrement le deck pour récupérer un petit peu d'XP pour mettre véritable survivant. Où est-ce que c'est ? Voilà, pour mettre avec 6 XP, on pourrait mettre 2 copies de véritable survivant pour avoir aussi dans ce deck dégourdi pour récupérer véritable survivant pour récupérer des compétences, etc., etc. Et rebonjour, alors, au moment où je commençais le montage, je me suis soudainement rappelé que j'avais oublié de dire un truc très important, donc tant que c'est bien frais dans ma tête, un petit rajout, je vais essayer de le faire aussi court que possible, et par contre, j'ai eu la flemme de enregistrer ma caméra pour cet addendum. Donc, le deck Lola Eyes, un point important chez Lola Eyes, c'est, voilà, ce paragraphe-là, cette phrase-là, vous pouvez uniquement jouer, attribuer ou déclencher les capacités des cartes neutres ou des cartes de votre rôle. Et l'effet aussi de crise d'identité, sa faiblesse perso. Alors je sais que j'ai évoqué le sujet dans mon deck Lola Eyes il y a donc 2 dimanches, mais il faut quand même que je revienne sur le sujet en rapport avec ce deck-là. Donc sa faiblesse perso, présentant 2 exemplaires dans le deck. Révélation, défaussez toutes les cartes de votre rôle actuel que vous contrôlez. Ensuite, défaussez la carte du dessus de votre deck. Changez de rôle en prenant celui de la classe de la carte défaussée. Si la carte défaussée est une faiblesse, changez votre rôle en neutre. C'est-à-dire que Lola Eyes, pour pouvoir donc jouer, attribuer ou déclencher des capacités sur une carte, il faut soit que ça soit une carte de son rôle, autrement dit de son rôle, soit que ça soit une carte neutre. Et si elle a un rôle autre que neutre, et qu'elle pioche sa faiblesse perso, elle va défausser toutes les cartes de son rôle. Donc, si à un moment donné son rôle c'est survivant, qu'elle pioche crise d'identité, elle défausse toutes les cartes survivants. Mais si on regarde son deck, alors c'est un deck de combattants, si on regarde les soutiens, la baguette d'animalisme, c'est neutre.
Alors je vérifie quand même un truc. Oui, c'est bon. Baguette d'animalisme neutre, Anakaslo neutre, les chiens de traîneau neutres, les tarots sont gardiens. Et ça, c'est l'ensemble de ces soutiens, l'ensemble des cartes qui peuvent être défaussées. Les permanents ne peuvent pas être défaussés. Autrement dit, les seules cartes qui peuvent être défaussées par crise d'identité, ce sont les 3 tarots gardiens. Et l'arme principale de son deck, c'est la carte chien de traîneau, carte qui est neutre, et qu'on peut donc utiliser dans n'importe quel rôle, vu que quel que soit le rôle qu'on a, donc gardien, chercheur, etc., on peut activer les cartes de cette classe et les cartes neutres. Autrement dit, dans ce deck, vous ne courez un risque vis-à-vis de crise d'identité que si vous êtes dans un rôle de gardien. Ok. Donc ça, c'est au niveau des soutiens. Maintenant, les cartes autres, pour combattre, dans les événements, on a attaque par derrière, qui est truand. Et dans les compétences, on a audace, qui est gardien. On a, casse-cou qui peut servir à tout. Casse-cou ça peut servir à tout. Coup vicieux, c'est encore gardien. Et force brute, c'est survivant. Ah, j'oubliais maîtrise aussi est gardien. Et chanceux pour le cas où on aurait raté son attaque, c'est en survivant. Donc en fait, quand vous combattez, vous allez éviter de prendre comme classe gardien. Donc paradoxalement, vous pourrez pas attribuer coup vicieux. Vous passerez en gardien uniquement quand vous aurez vraiment besoin du boost, soit d'audace, soit de coup vicieux, soit de maîtrise, ou alors avant d'avoir joué vos tarots. Sinon, l'idéal c'est d'être en survivant pour avoir la possibilité de jouer chanceux. Une fois que vous avez vu passer vos traîtrises, vos traîtrises perso, vos faiblesses perso, il n'y a pas de problème, vous choisissez le rôle qui vous convient. Et sinon, vous pouvez aussi jouer avec le signe des anciens, qui vous permet de changer de rôle. Par exemple, phase du mythe, vous faites un test, vous piochez le signe des anciens, vous regardez dans votre main, vous avez coup vicieux, vous dites je passe en gardien. Comme ça, première attaque que vous faites, vous pouvez attribuer coup vicieux, et avant de piocher une carte, vous passez dans un autre rôle, pour que pendant la phase d'entretien, même si vous piochez crise d'identité, vous ne défaussez pas vos tarots. Alors, bien évidemment, la carte maîtrise, le problème c'est que vous attribuez ça pour le +3 en force, mais si vous réussissez, vous piochez 1 voire 2 cartes, et potentiellement dans le lot, il y a crise d'identité, et dans ce cas-là, crise d'identité, crise d'identité se résout tout de suite. Et donc, immédiatement, vous devez défausser les tarots si vous les avez. Mais de toute façon, c'est le principe quand on joue avec Lola Eyes. Si vous perdez vos as d'épée, vous perdez un peu en force, ok. Faudra faire avec. Si vous perdez l'étoile, là pour le coup, le fait que tous les chiens perdent leur bonus de +1 vie, +1 santé mentale, ça veut dire que peut-être il y a 1 ou 2 chiens, ou peut-être même plus, qui vont être vaincus. S'ils avaient déjà sur eux 2 dégâts et 2 horreurs, immédiatement ils partent à la défausse, mais dans le deck, on a rencontre fortuite pour récupérer les alliés qu'on aurait perdus. Donc voilà. Quand j'ai commencé le montage, je me suis senti bête en me disant mince, je parle d'un deck Lola Eyes et j'ai complètement oublié de parler de la façon dont elle doit changer de rôle.
et du fait que dans ce deck-là, un des intérêts du chien de traîneau, c'est tout le temps utilisable, quel que soit le rôle dans lequel on se trouve. Bon ben voilà, fin de l'addendum, et je retourne à mon montage. Bon ben voilà, j'ai fini. Heureusement parce que ça a pris un bon moment. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce si ça vous a intéressé, et à mettre des commentaires sur votre avis sur la carte chien de traîneau. Est-ce que c'est une bonne carte ? Est-ce qu'elle est trop chère ? Est-ce que c'est trop contraignant ? Est-ce que vous l'avez déjà joué ? Et est-ce que ces idées de deck vous ont inspiré ? Est-ce que vous aviez déjà été inspiré pour faire un autre type de deck autour du chien de traîneau ? Enfin voilà. Est-ce qu'éventuellement vous avez vu quelqu'un sur YouTube, sur Twitch, jouer le chien de traîneau, efficacement ou pas, etc., etc. Bref. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.